va commencer donc. Bienvenue tout le monde. Bienvenue au deuxième webinaire de la série Les influenceurs francophones en médecine, de la recherche à la pratique. Ces webinaires sont offerts, comme vous savez, par les affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Alors, notre mission ici à la FMC, les affaires francophones, est de contribuer à former et appuyer les médecins et professionnels de la santé dans le développement de leurs compétences et leurs connaissances, toujours en français et toujours dans le but de servir et de rencontrer les besoins de santé des patients francophones à travers le pays. Alors, mon nom est Louise Laramée, je suis cardiologue et je suis directrice de la formation médicale continue pour les affaires francophones et j'ai le plaisir d'être votre hôte. Je vous présente aussi Camille Perrault, qui est à la caméra, coordonnatrice des événements FMC pour les affaires francophones. Alors, ce soir, on est très chanceux d'accueillir à nouveau un invité de marque, Dr Jean-Pierre Després, que vous voyez à l'écran, qui nous entretiendra sur la révolution active, passée de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Alors, je vais vous le présenter plus formellement dans quelques minutes, mais d'abord, je dois vous informer de quelques petites choses, quelques rappels. Alors, les crédits de formation, ce webinaire est une activité d'apprentissage collectif agréée, donnant droit à 1 heure de formation par le Collège des médecins de famille du Canada et par le Collège royal des médecins chirurgiens du Canada, section 1. Vous recevrez une attestation de participation. Ce webinaire est enregistré, comme vous voyez, et vous recevrez par courriel un lien pour y accéder. On vous demande de fermer vos micros, s'il vous plaît, et nous vous demandons aussi d'afficher votre nom complet si ce n'est pas déjà dans votre application Zoom pour qu'on reconnaisse votre participation. Alors, ça, c'est si votre affichage est générique. Maintenant, pour les questions, on vous invitera à écrire vos questions au fur et à mesure dans le clavardage, dans le chat. Et à la fin de la présentation, Dr Després y répondra. Nous allons officiellement terminer le webinaire à 8 heures, comme prévu, mais Dr Després, avec sa générosité habituelle, est prêt à rester pour des questions supplémentaires à partir de 8 heures, mais évidemment, vous serez libérés. Et finalement, rétroaction, votre opinion est très importante. Alors, nous vous demandons de remplir le court formulaire d'évaluation à la fin de la session. Le lien au formulaire sera mis dans le chat et vous le recevrez également par courriel. Alors maintenant, bon, assez pour le blablabla et passons à l'action. Il me fait grand plaisir de vous présenter Dr Jean-Pierre Després, que j'ai rencontré pour la première fois. Alors, qu'il était jeune chercheur et j'étais jeune cardiologue. Le Dr Després est professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval à Québec. Depuis 2018, il est directeur scientifique de VITAM, le Centre de recherche en santé durable affilié à l'Université Laval. Il occupe depuis 2005 le poste de directeur scientifique de la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique. Depuis 2023, il est co-titulaire de la chaire de recherche en santé durable financée par le Fonds de recherche du Québec. Santé et première chaire ayant un citoyen et une citoyenne comme co-titulaires à la chaire. Dr Després est l'un des chercheurs les plus cités au monde dans son domaine. 779 articles scientifiques et 60 chapitres de livres, avec plus de 191 000 citations Google Scholar. Il est aussi le scientifique actif le plus cité à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche comprennent l'obésité, la distribution du tissu adipeux, l'obésité viscérale, le diabète de type 2, les lipides, les lipoprotéines, les maladies cardiovasculaires et leur prévention par l'activité physique et un mode de vie sain. Il y a 30 ans, il était le premier à signaler qu'un excès de graisse dans la cavité abdominale, ce qu'on connaît maintenant comme obésité viscérale, est particulièrement nocif pour la santé. Il est particulièrement et personnellement impliqué dans de grandes activités d'éducation et de mobilisation pour prévenir les maladies chroniques de société. Il a reçu de nombreux prix prestigieux tels que le prix Grand Québécois, décerné par la Chambre de commerce du Québec, et il a été reçu chevalier de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction du gouvernement du Québec. Dr Després est perçu non seulement comme un expert sur le plan international, mais aussi comme quelqu'un qui s'est engagé à la fois dans la création des connaissances et des efforts d'application pour améliorer la santé des populations par la promotion de saines habitudes de vie. Il vient tout juste de lancer en début d'octobre son livre « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». Alors, Dr Després, merci d'être avec nous ce soir et la parole est à vous.
Aramé, chère Louise, merci beaucoup pour cette gentille et intimidante introduction. Je pense que l'auditoire ne peut qu'être déçu de mon exposé suite à une telle introduction, mais plus sérieusement, ça me fait un immense plaisir d'être parmi vous ce soir et de pouvoir m'exprimer en français. Et ben justement, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce que j'ai fait. Je suis une vieille bébite académique, vous savez, j'ai 65 ans, ça fait 37 ans que je fais de la recherche. Alors, on va essayer de résumer tout ça là, en 45-50 minutes. Je vais commencer par régler les technicalités puis aller chercher les diapositives dont j'ai besoin en vous posant la question. Bon, on va mettre ça en marche. Est-ce que vous voyez bien mes diapos? Oui, tout à fait. Alors, comme Dr. Laramé l'a mentionné, alors j'ai intitulé mon exposé, puis c'est un exposé que je fais beaucoup depuis la publication de mon ouvrage, mon premier ouvrage grand public, La Révolution active, passer de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Puis en terminant, on va parler de ce nouveau concept qu'est la santé durable. Dans un premier temps, mes conflits d'intérêts. Alors, je suis sur le bureau aviseur d'une compagnie pharmaceutique et ça n'a rien à voir finalement avec le contenu de mon exposé ce soir. Effectivement, laissez-moi vous dire dans un premier temps que je suis un chercheur profondément déçu. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire il y a 37 ans, c'est-à-dire écrire des demandes de subventions, produire des résultats de recherche pertinents à la compréhension de ces maladies chroniques de société dont Louise a fait la description tout à l'heure, publier ça, on l'espérait, dans les meilleurs journaux scientifiques et de médecine. Et 37 ans plus tard, je réalise que tout ce savoir-là dort sur les tablettes et qu'il y a un fossé immense, du moins au Québec, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait en matière de prévention de ces maladies chroniques de société. Et pour combler ce fossé-là, ben, j'ai décidé de rédiger un livre pour le grand public. Si vous en prenez connaissance, vous allez voir que c'est écrit dans un style très, très simple. Il n'y a pas de mots pour faire grand savant là-dedans. C'est écrit pour un niveau à peu près secondaire 3. C'est voulu, le style d'écriture simple, parce que je veux rejoindre, je vais essayer de rejoindre toute la population. Et autre chose que je tiens à mentionner, je ne retire aucune redevance de la vente de ce livre-là. Alors, les redevances vont aller à la fondation de l'IUCPQ qui a supporté justement les travaux de recherche qui ont permis de développer des concepts. Et ça, je tiens à souligner cela parce que je ne veux pas qu'on pense, ben, Després, il fait la promotion de son livre pour faire de l'argent. Je fais la promotion du livre parce que ce livre-là est, je l'espère, un pamphlet. Est un instrument, je l'espère, de transformation sociétale. Et le feedback que j'ai en ce moment des citoyens qui se sont procurés le livre, qui me contactent, qui m'envoient des messages, c'est très réconfortant. Alors, je pense que, j'espère, comme cet ouvrage-là est en français et résume 37 ans de carrière et ce qui peut être pertinent au quotidien des gens qui sont à risque ou qui vivent avec une maladie chronique de société. Bien, j'espère que cette boîte à outils-là, vous allez voir, le ton n'est pas moralisateur. Alors, ce n'est pas l'évangile des saintes habitudes de vie. C'est beaucoup plus saviez-vous que. Et sur lequel je vais élaborer dans mon exposé ce soir. Et je fournis une boîte à outils en disant aux gens, bien, écoutez, moi, j'ai un profond respect pour vous, c'est votre vie. Moi, j'ai un conflit d'intérêt majeur ce soir. C'est que je suis profondément convaincu que l'activité physique régulière, quotidienne, ben, c'est le meilleur médicament qui existe. Il ne coûte rien. Sauf que quand on ne comprend pas comment la sédentarité peut nous tuer prématurément, ben, on se laisse emporter par le tourbillon de la vie comme comme des millions de Canadiens et de Canadiennes. Ce n'est pas de leur faute. Je le dis dans mes conférences grand public, ils ne doivent pas se sentir coupables. Ils ont été pris par le tourbillon de la vie, les enfants, le système socio-économique où on doit produire une alimentation ultra transformée, des environnements où parfois il peut même être dangereux de se promener en vélo dans une ville. Bien, comment voulez-vous à ce moment-là qu'on soit actif et qu'on ait un mode de vie qui est compatible avec la santé humaine? J'ai fait de l'activité physique toute ma vie, je le fais par plaisir. Et ça me permet à 65 ans d'être encore, je l'espère, un actif productif pour la société.
Ça a l'air moralisateur ce que je vous dis là, et je veux surtout vous dire que dans les prochaines 45 minutes, je vais m'adresser à vous avec cet état d'âme-là. Beaucoup d'humilité, la fierté, cependant, de ce qu'un collectif de chercheurs a réalisé, et je vis d'espoir. Des événements comme ce soir, des événements où on est invité à réfléchir tous ensemble à se configurer une société qui serait compatible avec la santé humaine, la santé animale, la santé planétaire, ben, je vibre encore avec de l'espoir. Alors, comme on l'a mentionné dans l'annonce de la conférence, on parlera rapidement des forces des limites de notre système de santé, qui est basé sur la gestion bien légitime des maladies, la nécessité de le reconfigurer, notre système de santé, en ciblant ce que j'ai appelé en anglais des lifestyle vital signs, et je vais vous parler de ce concept de santé durable. D'un autre côté, vous savez, lorsqu'on se compare à nos voisins du Sud qui n'ont pas un accès universel à des services de santé, on est un peu victime de notre succès au Canada. Alors, on a une espérance de vie lorsqu'on se compare aux autres pays dans le monde qui est très avantageuse, nettement supérieure à nos voisins du Sud. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y a 30-40 millions d'Américains pauvres qui n'ont pas accès à des services de santé. Alors, c'est un impact absolument spectaculaire sur leur espérance de vie. Pourtant, c'est le pays qui dépense le plus par capita en termes de services de santé. C'est le pays qui a les meilleurs scientifiques, qui a des installations de centres hospitaliers absolument spectaculaires pour les gens qui ont les moyens de se payer ces services-là. Mais, encore une fois, cet accès n'est pas universel. On sait aussi que, et ce n'est pas Jean-Pierre Després qui a inventé ces chiffres-là, lorsqu'on regarde les décès mondiaux selon la cause, ben on se rend compte que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies pulmonaires, le diabète sont les principales causes de mortalité, plus de 60 %, associées à 4 comportements. On fume, on boit trop, on a une alimentation globalement de mauvaise qualité et on est trop sédentaire, on manque d'activité physique dans nos vies. Et ça, il y a un cardiologue américain, le docteur Darius Mozaffarian, qui, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, a écrit un brillant éditorial où il disait la façon dont on prolonge la vie, c'est sûr qu'on s'entend que soigner les gens par des procédures puis des approches multimédicaments, c'est pertinent, mais on fait ça dans un environnement qui est changeant, où les changements de comportement de la population sapent nos efforts puis augmentent considérablement les coûts des soins de santé puis diminuent la productivité. J'aimerais vous dire que cette diapositive-là est une caricature, mais malheureusement, vous le savez comme moi que ce n'est pas le cas. On a construit, on s'est donné un modèle socio-économique qui est largement incompatible avec la santé humaine. Alors, depuis 20 ans maintenant, je siège sur de nombreux comités à l'American Heart Association. J'ai été président du conseil en Lifestyle and Cardiometabolic Health. Je veux rendre hommage à un ancien président de l'American Heart Association, un cardiologue de Chicago, le Dr. Donald Lloyd Jones, qui a présidé un comité de réflexion stratégique en 2010, où, avec des experts, ils se sont posé la question, bien, quelle direction doit prendre l'American Heart Association, qui, comme vous le savez, est une organisation de cardiologie extrêmement influente. Et de cette réflexion-là a émané le concept suivant. On doit passer de la gestion des maladies cardiovasculaires à la promotion de la santé cardiovasculaire. Et ça, c'est une révolution, selon moi, une révolution tranquille. Pour définir la santé cardiovasculaire, bien, le comité s'est donné des indicateurs. Les 3 premiers indicateurs, les facteurs de risque biologique, bien, vous, les médecins, les professionnels de la santé, vous les connaissez depuis 40-50 ans. Si on veut diminuer notre risque de maladie cardiovasculaire, bien, il faut avoir un cholestérol normal, il faut avoir une tension artérielle normale, il ne faut pas faire de diabète. Mais sur la base de la littérature aussi, qui relie des comportements aux événements cardiovasculaires, bien, on dit qu'il faut que les gens ne fument pas. Il faut qu'il n'y ait pas de surpoids ou d'obésité. On va élaborer là-dessus tout à l'heure. C'est l'indicateur qu'ils ont utilisé faute de mieux à l'époque. On doit avoir de l'activité physique à la cible, donc 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, et avoir une alimentation de bonne qualité. Ça, c'est une partie de la révolution. Alors, vous voyez ici, ils ont appelé ça le Simple 7. Alors, l'American Heart Association a défini la santé cardiovasculaire idéale sur la base de non seulement de facteurs de risque biologiques qui sont mesurés en médecine, mais également de comportement. Puis vous noterez qu'il y en a 2 là-dedans qui ne sont pas mesurés de façon systématique en médecine.
ben, c'est le niveau d'activité physique et la qualité nutritionnelle. Ça, c'est probablement la diapositive de science la plus importante que je vais vous montrer ce soir. Alors ça, c'est la cohorte ARIC aux États-Unis. Vous voyez, un peu moins de 13 000 participants suivis pendant 20 ans. Et ce que vous avez ici, c'est le taux d'incidence d'événements cardiovasculaires. Et le groupe de référence, c'est celui-ci que je vous montre avec ma flèche. Là. Ça, c'est le groupe qui a 6 ou 7 indicateurs de santé cardiovasculaire idéale. Alors, vous voyez, c'est le groupe qui a presque tout bon, OK? Et donc, le taux d'événements cardiovasculaires est le plus faible. Ce que vous voyez ici, c'est le risque de maladie cardiovasculaire qui augmente en fonction de la présence d'un cholestérol élevé, d'hypertension et de diabète. Ça, on sait ça depuis 40 ans. Alors, vous faites ça de façon systématique, les médecins, de prendre en considération ces facteurs de risque-là biologiques. Mais ce qui est spectaculaire dans cette diapositive-là, c'est que chez les individus de cette cohorte-là qui ont tout bon, là, qui ont un cholestérol normal, pas d'hypertension, pas de diabète, si les comportements ne sont pas idéaux, bien, vous voyez que le risque est augmenté aussi de 10 fois. Et regardez la combinaison des deux, ce qui est souvent le cas chez les patients que vous allez voir dans votre pratique clinique. Bien, la biologie n'est pas idéale, les comportements ne sont pas idéaux, bien, vous voyez le risque augmenter de façon spectaculaire. Alors, vous voyez, là, on ne fait pas de génomique, on ne fait pas de métabolomique, c'est loin d'être sophistiqué. Là, on a 7 indicateurs simples de santé cardiovasculaire idéale qui sont remarquablement discriminants. Et ça, il y a une pléiade, ça a été fait, cet exercice-là, cette analyse a été fait dans plein de cohortes dans le monde et des résultats tout à fait similaires ont été rapportés. Et donc, ça, là, tous les fellows, les étudiants gradués dans mon laboratoire ont ça d'affiché dans leur cubicule, dans leur bureau, afin de prévenir de façon optimale les maladies cardiovasculaires. Il est aussi important de cibler les facteurs de risque comportementaux que les facteurs de risque biologiques qu'on mesure, oui, en médecine, la tension artérielle, cholestérol, diabète. Malheureusement, on ne le fait pas. Et donc, ça, c'est un premier constat que je dois vous faire ce soir. Alors là, vous voyez ici en haut le Dr Denis Richard, qui a été pendant 20 ans le directeur du centre de recherche à l'IUCPQ à Québec. Des collègues ici absolument brillants et spectaculaires. On entoure aussi le Dr Peter Libby, qui était le chef de cardiologie au Brigham's à Boston, à Harvard, à qui on a décerné un doctorat honorifique il y a quelques années à l'Université Laval. On a fait une recherche, je pense que si vous faites un PubMed, vous allez voir que l'Institut de cardiologie et de pneumologie à Québec, on a quand même publié dans les grands journaux de médecine, les grands journaux de sciences. On est reconnu mondialement. Comme je vous disais en tout début, là, humilité, fierté d'avoir modestement contribué avec mes collègues à cette belle science-là, mais une grande déception. Et la déception, elle est la suivante. Il y a un immense écart entre la science du mode de vie, de la prévention et ce qu'on fait ce sujet dans la pratique clinique et dans nos messages de santé publique. Et pour élaborer là-dessus, je vais vous parler de ce que j'étudie depuis 37 ans, c'est-à-dire l'obésité. Alors, comme Dr Laramé a eu la gentillesse de le mentionner dans son introduction, lorsque je me suis établi en 1986 à l'Université Laval, j'ai utilisé une technique, la tomodensitométrie. Alors, on scannait des abdomens pour ce qui nous permettait de distinguer, vous voyez, la graisse cutanée, qu'on peut me pincer avec nos doigts, de la graisse qui est localisée dans la cavité abdominale, qui comprend la graisse omentale, mésentérique, recto-péritonéale. Et vous voyez ici à droite que l'ordinateur qui est couplé au tomographe nous permet d'identifier en gris clair ici toute cette graisse qui est localisée dans la cavité abdominale. Alors, vous avez ici deux individus qui ont le même poids santé, donc le même indice de masse corporelle, la même quantité de graisse corporelle totale, à peu près 20 kg de graisse corporelle totale, mais vous voyez que le sujet d'en haut a plus de ce tissu adipeux viscéral que le sujet d'en bas. Alors, à la fin des années 80, par une série de publications, j'étais le premier au monde à suggérer que le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires associées à l'obésité était beaucoup plus étroitement associé à la présence en excès ou non de ce tissu adipeux viscéral. Et juste pour vous montrer que votre intervenant ce soir radote depuis très, très longtemps, ça, c'est le premier article de revue que j'ai écrit sur l'obésité viscérale, vous voyez, qui a été publié dans ce qui s'appelle maintenant Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, qui s'appelait dans le temps Arteriosclerosis, vous voyez, publié à l'été 1990. Alors, ça fait 33 ans là, que votre intervenant ce soir radote. Dans cet article qui synthétisait mes premiers travaux, je suggérais que l'obésité viscérale était la forme de surpoids la plus dangereuse pour la santé cardiovasculaire. Alors, les années ont passé, puis je vais vous faire grâce
des travaux, du détail des travaux là-dessus, mais mon laboratoire s'est beaucoup intéressé aux facteurs génétiques et environnementaux du mode de vie, les facteurs alimentaires, activité physique, sédentarité, qui faisaient qu'on accumulait de la graisse au niveau viscéral et au niveau sous-cutané. On a documenté aussi les désordres dans le profil des lipoprotéines, dans le profil métabolique associé à l'obésité viscérale. Vous avez probablement entendu parler du syndrome d'insulinorésistance, du syndrome X du regretté Gerald Reaven, du syndrome métabolique. Bien, nous, ce qu'on disait, bien, tout ça, c'est simplement la conséquence d'un excès de tissu adipeux viscéral et ça augmente le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Et donc, à l'été 2006, alors, je me préparais à prendre 2 petites semaines de vacances. L'éditeur en chef de la revue Nature me demande d'écrire un article de revue sur la controverse du syndrome métabolique. Et j'ai tout simplement appelé cet article-là Abdominal Obesity and Metabolic Syndrome pour souligner justement qu'on ne peut pas parler de syndrome métabolique si on ne l'associe pas à l'obésité abdominale. C'est la forme de surpoids et d'obésité la plus étroitement associée aux éléments du syndrome métabolique. Ce papier-là est une source de fierté. C'est le papier le plus cité que j'ai publié dans ma vie. Maintenant, vous savez pourquoi l'adiposité viscérale en excès est dangereuse pour le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires? Bien, avec l'arrivée de la résonance magnétique, on était quand même limité avec la tomographie axiale parce qu'il y a de l'irradiation. Alors, avec la résonance magnétique, on est en mesure d'effectuer un scan complet de l'organisme. Et là, on s'est rendu compte que lorsque vous aviez du tissu adipeux viscéral en excès, vous aviez un foie gras, vous aviez beaucoup plus de graisse péricardique, vous aviez un muscle qui ressemblait à du steak de Kobe qui était persillé de lipides. Et donc, le laboratoire, en ce moment, avec des collègues au niveau international, on est à comprendre quelles sont les contributions respectives de ces dépôts-là. Je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir. Mais ce qu'on a fait aussi avec la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique, c'est on avait un comité international qui a documenté aussi que cette forme de surpoids, l'obésité viscérale, est non seulement associée à des anomalies qui augmentent le risque de diabète de type 2 et différentes maladies cardiovasculaires, mais c'est aussi étroitement associé à l'apnée du sommeil. Alors, les personnes qui ont de l'obésité viscérale ont des coups de circonférence plus grands, ils ont une langue épaisse parce qu'elle est infiltrée de lipides. Alors, vous voyez un lien très étroit entre l'obésité viscérale et des problèmes d'apnée du sommeil qui vont venir exacerber le profil de santé des patients. Ce soir, pour faire ma présentation, j'utilise mon cerveau qui a besoin d'être perfusé, oxygéné. Il y a un lien maintenant étroit qui est établi entre l'obésité viscérale et la structure du cerveau et les fonctions cognitives. Donc, c'est un facteur de risque important pour le déclin cognitif et la démence. Et il y a certaines formes de cancer qui sont associées à l'obésité viscérale. Alors, vous voyez, les maladies chroniques sociétales que vous gérez, les cliniciens, dans votre pratique clinique, sont très, très souvent associées à de la graisse qui est accumulée au mauvais endroit. Comment se fait-il qu'en santé publique, on parle encore du poids santé puis qu'on parle de la pertinence de la perte de poids alors que les complications attendues de l'obésité résultent d'une accumulation de lipides au mauvais endroit? Alors, on a voulu développer des outils simples pour la pratique clinique. Et dans la deuxième partie, le deuxième bloc de mon exposé, je vais élaborer justement sur ces outils cliniques, comment mesurer l'obésité abdominale en clinique et comment mesurer ce que j'ai appelé en anglais dans la littérature, les lifestyle vital signs, les signes vitaux du mode de vie, qui nous permettraient justement de prévenir ou en tout cas prendre en charge par le mode de vie le risque de développer les complications que je viens de décrire associées à l'obésité viscérale. Alors, en 1994, on a rapporté que pour un indice de masse corporelle donné, les gens qui avaient un tour de taille plus élevé avaient plus de graisse viscérale. Alors, ça a été reçu avec beaucoup de scepticisme à l'époque, parce que le commentaire que j'ai le plus souvent, bien, les médecins ne sont pas capables de mesurer un tour de taille, ou les infirmières ne sont pas capables de mesurer un tour de taille, ou les patients ne sont pas capables de mesurer un tour de taille. Je pourrais élaborer là-dessus durant la période de questions parce qu'on a fait des études là-dessus et c'est une perception, c'est un mythe, ce commentaire-là. Et il y a quand même pas mal de groupes qui ont maintenant montré la pertinence, la valeur ajoutée de mesurer le tour de taille au-delà de l'indice de masse corporelle. Puis je vais vous présenter une des études les plus imposantes là-dessus, qui nous vient de la clinique Mayo aux États-Unis. Alors, la taille de l'échantillon, vous conviendrez avec moi qu'elle est convenable. 650 000 personnes qui ont été suivies pendant 9 ans.
Et ce que vous avez sur cette diapositive-là, c'est différentes catégories d'indices de masse corporelle, puis on va en prendre une, et ici, le risque de mortalité. On va prendre une catégorie considérée comme normale, hein, le fameux soi-disant poids santé. Alors, votre patient a un indice de masse corporelle entre 22,5 et 25, bien, vous dites au patient, bien, vous avez un poids santé, mais regardez ici, ce que vous avez, c'est le risque de mortalité associé à des augmentations de 5 cm du tour de taille. Alors, ce groupe-là ici a 5 cm de plus que celui-là 5 cm de plus, et ainsi de suite. Et l'exercice est fait dans toutes les catégories d'IMC, dans le surpoids, l'obésité et dans les indices de masse corporelle faibles. Alors, vous êtes en mesure de constater, lorsque je présente ça à des médecins, cette diapositive-là, vous voyez que le risque de mortalité dépend du tour de taille et non pas de l'IMC. Alors, si vous vous limitez à l'IMC, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que vous faites en termes d'évaluation du risque de mortalité prématurée chez votre patient. Alors oui, vous devez déterminer la catégorie d'IMC, mais une fois que vous avez déterminé la catégorie d'IMC, mesurez le tour de taille, regardez le formidable pourcentage, le potentiel de discrimination du tour de taille. Et vous savez quoi? Ben, j'ai fait des conférences au Japon, en Asie, en Europe, partout. Ben, c'est simplement vous montrer les Coréens sont très avancés en matière de santé publique. Ça, c'est une étude publiée. Vous voyez ici 23 millions de Coréens adultes chez lesquels le tour de taille est mesuré et ils ont parfaitement reproduit le résultat que vous venez de voir là, de l'étude de la clinique Mayo. Alors, les Coréens, eux, ont compris que mesurer le tour de taille, c'était beaucoup plus important que de se limiter à l'indice de masse corporelle. Pour l'INSPQ au Québec, on avait demandé de commenter un rapport, une analyse qui avait montré que l'obésité abdominale avait doublé en 30 ans au Québec. Ça fait l'objet d'un article, vous voyez, dans le journal Le Devoir. Et c'est tout. On n'en a plus jamais entendu parler. Alors, on parle encore du poids santé puis de la pertinence d'atteindre le poids santé au Québec. Posons-nous la question, quand une campagne nationale pour souligner l'importance de suivre son tour de taille, je peux vous dire qu'il est très facile de montrer j'en parle dans mon livre d'ailleurs, il y a une section entière qui porte sur l'auto-mesure du tour de taille. Les patients sont capables de mesurer leur tour de taille de façon très reproductible. Et lorsqu'ils comprennent que ça, c'est beaucoup plus important à suivre dans le temps que leur poids corporel, voilà une valeur ajoutée dans, encore une fois, la boîte à outils qu'on peut fournir à nos patients. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente ce chercheur, le chercheur le plus cité au monde dans le domaine de la santé cardio-respiratoire. Alors, Steve Blair, dans ce papier publié dans le Journal of the American Medical Association en 1989, dans la cohorte de la Cooper Clinic, avait montré que vous faites faire des tapis roulants à des gens qui viennent se faire évaluer dans une clinique privée, la clinique Cooper. Ceux qui, le 20 qui a la moins bonne performance. Alors, on ne parle pas de signes de d'ischémie sur l'électrocardiogramme. Ceux qui sont les moins en forme par rapport à ceux qui sont en forme, regardez le risque de maladie coronarienne dans un suivi de 8 ans. Le risque n'est pas augmenté de 2 à 3 fois comme avec le cholestérol élevé ou l'hypertension ou le diabète. Le risque est augmenté de 8 à 9 fois chez les hommes et les femmes. Et Steve, qui est décédé, j'aimerais lui rendre hommage ce soir, qui est décédé il y a une dizaine de jours, a publié une pléiade d'articles et a inspiré un paquet de chercheurs, dont moi-même, à faire des analyses additionnelles qui ont confirmé que ce phénomène-là, ce n'était pas du bruit, ce n'était pas par hasard que ça avait été obtenu. C'est un facteur de risque qu'on devrait mesurer en clinique, c'est la condition cardio-respiratoire de nos patients. Je vais avancer là-dessus pour être certain qu'on reste dans les temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit, encore une fois, un groupe d'experts dont je faisais partie à l'American Heart Association en décembre 2016 a publié cette prise de position. Pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à lire cet article-là. C'est une brique là, où on fait une revue complète de toutes les études qui ont montré l'importance de mesurer la condition cardio-respiratoire pour prédire le risque de morbidité et de mortalité. Et on fournit des outils pratico-pratiques pour la mesurer en clinique. Alors, je pose la question, comment se fait-il qu'au Québec, le facteur de risque le plus important dans la détermination des trajectoires de vie en santé aux malades n'est toujours pas mesuré? Comment se fait-il que dans nos écoles au Québec, on fait faire à nos enfants le test navette, le test des BIP, comme les enfants les appellent, qui nous donne une mesure de la condition cardio-respiratoire de nos enfants, de nos adolescents, que ces données-là ne sont pas colligées de façon confidentielle, ne serait-ce que pour confirmer le déclin de la condition cardio-respiratoire de nos enfants et de nos adolescents au Québec dû à leur trop grande sédentarité. Maintenant, au niveau de l'alimentation, vous savez, j'ai eu un appel
un cardiologue de Columbia University, New York, il y a 25 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup affecté. Une question toute simple. Docteur Després, moi, j'ai 2 minutes pour parler du mode de vie à mes patients. Comment on peut faire de la mesure de la qualité nutritionnelle un signe vital? Et ça, je me suis dit, ben là, on a absolument besoin de ça en clinique. On ne peut pas passer. Et ces outils-là existent. Et les collègues américains, justement, ont fait un peu leur mea culpa dans cet article que je vous invite à lire. Où on dit, vous savez, toutes ces années, ces décennies, on a mis l'importance sur low fat diet, et que finalement, les patients et l'industrie ont réagi en mettant des produits, effectivement, sans gras, sans cholestérol sur le marché, mais bourrés de sel, bourrés de sucre. On a finalement induit beaucoup de confusion. Puis plutôt, on comprend qu'à des fins de recherche, on doit étudier les mécanismes par lesquels certains macronutriments, micronutriments vont avoir de l'impact sur la santé, mais en termes de santé publique, on doit simplifier notre message et le baser beaucoup plus sur les aliments associés au développement de maladies. Et ça, c'est mon papier préféré. Il est tout simple, mais est très conséquent, qui vient des 3 cohortes américaines de Harvard, alors, Nurses Health Study 1, Nurses Health Study 2, Health Professional Follow-up Study. Alors, on parle de 140 000 personnes qui sont suivies dans le temps depuis très, très longtemps. Et vous reconnaissez ici, encore une fois, c'est une analyse du Dr. David Moazafarian dont je parlais tout à l'heure. Et ce qu'il a fait ici, dans les 3 cohortes, quelque chose de très simple. Plutôt que d'avoir une évaluation, encore une fois, très, très complexe de l'alimentation des participants à ces 3 études-là, puis ça a été fait dans plein de papiers. Alors, regardez ici la consommation d'aliments bien, bien spécifiques. Et quand je présente ça au grand public, ça rigole beaucoup dans la salle parce qu'on se reconnaît. Regardez les aliments qui font prendre du poids dans le suivi de 4 ans. Pas de surprise. Les chips, les frites, les charcuteries, la viande rouge, le beurre, les sucreries, les desserts, la farine blanche, les boissons sucrées, et ce qui fait perdre du poids, consommation de légumes, de noix, de grains entiers, de fruits, de yogourt. Alors, vous voyez, ce n'est pas du rocket science. Et ça, ben, je peux vous dire que quand je présente ça aux patients, ils comprennent. On doit mesurer la qualité nutritionnelle globale de nos patients en fonction de ce qu'ils consomment comme aliment. C'est beaucoup plus facile pour les patients de comprendre que de commencer à compter ses calories puis d'avoir des trucs très, très compliqués. Et d'ailleurs, je vous invite à lire cet excellent article de revue publié par David Moazafarian, justement, dans la revue Circulation. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à expliquer aux patients. Plus de ceci et moins de cela, et juste de petits changements, justement, dans le moins de ceci et plus de cela va avoir un impact sur la santé des patients. On le fait, on l'a testé et ça fonctionne. Alors, on n'a pas besoin de faire de nos patients des moines végétariens pour considérablement améliorer leur profil de santé. Alors, autre chose qui m'intéresse dans mon laboratoire, vous savez, c'est ces patients-là avec obésité viscérale, quand on mesure, quand on quantifie leur niveau d'activité physique, on leur fait porter des accéléromètres, bien souvent, ils sont malheureusement très sédentaires. Alors, la qualité nutritionnelle, comme je l'ai mentionné, elle peut être mesurée très simplement, rapidement, mais l'activité physique aussi. Et je vous emmène à Cambridge, justement. On a une collaboration très étroite avec le Dr. Nick Wareham, qui est le directeur du MRC Population Unit à Cambridge. Ils ont une cohorte, eux, la cohorte Epic Norfolk. Et on a eu l'opportunité ici d'être associé à une analyse toute simple qu'ils ont faite. On parle ici d'une cohorte de 10 000 hommes et femmes qui ont été suivis pendant plus de 10 ans. Et je vous explique la prochaine diapositive. Alors, les barres noires ici, ce sont les hommes qui ont les éléments du syndrome métabolique. Donc, ces hommes-là ont de l'obésité abdominale, ont un syndrome métabolique. Et à Cambridge, ben, si vous connaissez ce qu'ils font comme travaux, ils ont un questionnaire pour classifier leurs sujets d'inactifs à actifs. On va commencer par regarder les hommes qui sont inactifs, puis qui ont de l'obésité abdominale et les éléments du syndrome métabolique. Sans surprise, on sait ça depuis plus de 15 ans maintenant. Vous voyez que le risque de maladie coronarienne dans le suivi de plus de 10 ans est augmenté. Même chose chez les femmes avec obésité abdominale, syndrome métabolique inactif. Vous voyez que le risque est augmenté, plus que doublé. Alors ça, on sait ça depuis 15 ans maintenant, que chez des sédentaires, le syndrome métabolique augmente le risque de maladie coronarienne. Mais regardez ce qui est spectaculaire dans cette figure-là.
c'est que chez les hommes et les femmes avec un syndrome métabolique, les barres noires, mais qui rapportent être actifs ou actifs, gardez l'incidence de maladies coronariennes 50% inférieure. Alors, l'activité physique est associée à un risque de maladie coronarienne plus faible, même en présence d'obésité abdominale. Alors, pensez au patient qui vient vous voir et qui dit « Docteur Laramé, je marche tous les jours avec mon chien, je ne perds pas du poids. Je ne perds pas de poids, mon tour de taille n'a pas diminué beaucoup. Continuez, M. Tremblay, continuez, M. Bilodeau. Ce que vous faites, là, vous faites du bien. La science vous dit que vous réduisez là, votre risque de maladie coronarienne de 50%, puis avec le temps, vous risquez de diminuer votre tour de taille. » Alors, là, laissez-moi vous témoigner que suite à une conférence grand public que je faisais à un cercle de fermières, alors un club de femmes qui faisaient de la marche, cette partie-là de l'exposé les a beaucoup rassurées parce qu'on dit, vous savez, on marche puis on ne perd pas de poids, mais on a du jeu dans notre pantalon. Maintenant, on comprend plus ce qui se passe. Parce qu'on ne perdait pas de poids, on a parlé de ça à notre médecin qui nous a dit, bien, je vous l'avais dit, si vous voulez perdre du poids, il faut vous mettre au régime. Alors, l'activité physique, ce n'est pas suffisant pour perdre du poids. Je pense que ce médecin-là là, aurait plutôt intérêt à leur dire, bien, regardez, à faire de l'activité physique à tous les jours, bien, la science vous dit que vous vous faites du bien, vous réduisez votre risque justement d'évoluer, que votre santé se détériore. Alors, plutôt que de dire, parce que j'ai participé à tellement de débats scientifiques dans ma carrière à l'international où on me mettait sur un podium et on disait, bien, pour perdre du poids, là, il faut se mettre au régime ou il faut faire de l'exercice. Puis je disais d'entrée de jeu, regardez, ce débat-là est complètement stérile et inutile. Une meilleure alimentation, c'est important. Puis l'activité physique, l'exercice en soi, c'est important. Puis en passant, vous n'avez même pas besoin de faire de l'exercice. Faire de l'activité physique peut être suffisant chez les gens qui n'aiment pas faire du sport ou de l'exercice. Comment maintenant on peut perdre la graisse abdominale sans perdre de poids? Bien, on a fait pas mal d'études là-dessus. Je vais vous montrer des images de patients qui ont participé à nos études. Alors ça, c'est un homme typique avec une obésité viscérale carabinée, forte résistance à l'insuline, intolérance au glucose, hypertriglycéridémie, vraiment la dyslipidémie athérogène, protéines C-réactives augmentées, donc une bombe à retardement pour développer le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. On a recalibré son alimentation, encore une fois, un peu moins de ceci, un peu plus de cela. S'il était ici avec nous ce soir, il vous dirait, on ne m'a pas mis au régime. Ça a été facile, mais par contre, 160 minutes d'activité physique mesurée en laboratoire par semaine et gardée après un an. Sa graisse viscérale a fondu, mais son IMC est encore à 31. Alors, lui, ce patient-là, dont le profil métabolique est complètement normalisé, il rencontre encore les critères d'obésité. Alors que là, maintenant, il a juste à s'entretenir, il est tout à fait normalisé au niveau du profil de risque. Alors, vous voyez que l'atteinte du poids santé, c'est une recommandation non pertinente à son égard. Alors, avec le docteur Éric Larose, on a fait le même type d'intervention avec une centaine de patients qui avaient un diabète de type 2 puis qui avaient eu des pontages orthocoronariens, donc des patients avec une maladie coronarienne. Alors ça, c'est un de nos patients qui a fait exactement ce que vous venez de voir chez un patient là, qui était asymptomatique mais qui était à risque. Ce patient-là n'a pas perdu de poids après un an. Alors, c'est plutôt déprimant si votre objectif est la perte de poids, alors que la résonance magnétique montre une très belle perte de graisse viscérale. Et regardez ici le gras épicardique, péricardique qui enveloppe son cœur. Regardez à quel point ce gras-là a fondu sans perte de poids. Évidemment, ce patient-là, son tour de taille a diminué puis son profil de risque, son profil métabolique s'est amélioré. Alors, posons-nous la question. Et ça, c'est une conversation que j'ai souvent au Québec avec nos autorités de santé. Au Québec, on a 1 million de personnes qui vivent avec le diabète de type 2. Je fais beaucoup de conférences à ces gens-là, leur disant, regardez, ce n'est pas votre faute, vous avez une génétique qui fasse, bien sûr, ça prend l'environnement permissif, une alimentation globalement de faible qualité, puis de la sédentarité. Il y a des gens qui vont développer de l'obésité qui n'ont jamais un diabète de type 2. Vous développez le diabète de type 2 parce que vous êtes gras par en dedans. Alors, ces gens-là, on leur dit, ben, va perdre 35 livres, là, va, bouge, mange mieux, puis reviens me voir. Ça n'a pas d'impact, ça. Ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Je sais qu'il y a quand même, on a des médecins qui sont absolument convaincus de la pertinence du mode de vie. Mais encore faut-il que le ministère qui gère la maladie, puis là, je vous dis ça ce soir avec beaucoup de respect, vous outille, vous équipe, vous donne les ressources nécessaires pour permettre à ce million de personnes-là de prendre leur santé
en main. Et ça, malheureusement, ce n'est pas fait chez nous au Québec. Alors, vous voyez les signes vitaux du mode de vie, tour de taille, conditions cardio-respiratoires, qualité nutritionnelle, activité physique. On a 1 million de Québécois qui auraient besoin de ces outils-là. Comme on n'est pas capable de le faire, Louise avait la gentillesse de parler de notre association avec le Grand Défi Pierre Lavoie. Avec le Grand Défi Pierre Lavoie, on a eu 1 demi-million de dollars d'une fondation pour transformer un autobus en unité mobile. Alors, à défaut d'être capable d'implanter ça dans les groupes de médecine familiale, et ça, on a toujours des projets qui dorment sur les bureaux au ministère. On a fait des propositions. On attend toujours. Mais en attendant, on a transformé une unité mobile, puis on a contacté des entreprises qui souhaitaient, souvent les employés n'avaient pas accès à un médecin de famille. On leur a offert justement une évaluation où on utilisait les questionnaires standardisés, mesurer la qualité nutritionnelle, niveau d'activité physique, on mesure la tension artérielle, une infirmière dans l'autobus fait un prélèvement sanguin. On a des auto-analyseurs dans l'autobus pour pouvoir faire les analyses sanguines sur le champ. On mesure la composition corporelle à l'arrière de l'autobus. Il y a un serveur qui collige toutes ces données-là en temps réel. Et ma partie préférée de l'unité mobile, ben, c'est la remorque où il y a 3 tapis roulants, puis on fait des tests sous maximum, mais pour mesurer la condition cardio-respiratoire. Alors, entre le moment où le travailleur rentre dans l'autobus, il en sort, ça prend 55 minutes. Celui-ci reçoit par la suite un rapport personnalisé confidentiel. Nous, on dénominalise les résultats et on les publie à des fins de recherche. On a montré l'impact chez des milliers de travailleurs de faire ce type d'approche-là où on va mesurer ce que j'ai appelé dans la littérature anglaise les lifestyle vital signs. Puis je veux vous montrer justement une seule diapositive, une cohorte d'un peu moins de 5000 de ces travailleurs-là où on utilise un questionnaire qu'on a obtenu des collègues de Harvard, du Harvard School of Public Health, où on pose 25 questions. Combien de fois par semaine mangez-vous ceci, cela? Puis en fonction des réponses qu'on a, bien, on donne un score à chacune des questions. Puis là, bien, le score nous permet de déterminer si la personne a un score de qualité nutritionnelle élevé, modéré ou faible. Alors, dans la cohorte de 5000 travailleurs, on a 16 de la cohorte qui ont un score de qualité nutritionnelle élevé. Alors, le reste a un score de qualité nutritionnelle modéré ou faible. Et c'est beaucoup plus élevé chez les hommes que les femmes. Alors, en moyenne, 58 donc c'est plus de la moitié des travailleurs qui ont un score de qualité nutritionnelle qui est inférieur à 60, donc qui est faible. Ça, c'est peut-être une des diapositives les plus importantes avec celle que je vous ai montrée tout à l'heure de la cohorte américaine sur les indicateurs du mode de vie versus la biologie. Alors, ce que vous avez ici, puis je vois que j'ai encore un pointeur rouge qui bouge d'une ancienne présentation, je m'en excuse, c'est un peu perturbant. Alors, vous regardez à gauche, là, vous avez le niveau d'activité physique de ces travailleurs-là en utilisant le questionnaire de nos collègues de Cambridge. Alors, on les classifie de sédentaires à actifs et on les classifie aussi en fonction de leur qualité nutritionnelle. Et ce que vous avez ici, là, en pourcentage, c'est le pourcentage de gens, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer ce soir, qui ont la taille hypertriglycéridémiante. Ça, c'est un tour de taille élevé avec des triglycérides sanguins élevés. C'est un indicateur de présence d'obésité viscérale. Et regardez, il n'y a pas de surprise, là. Ça, ce sont des travailleurs tout venants, aucun critère d'exclusion. Les travailleurs, donc, qui rapportent être actifs et qui ont une bonne qualité nutritionnelle ont beaucoup moins d'obésité viscérale que les travailleurs qui rapportent être sédentaires et qui ont une qualité nutritionnelle faible. Comme on a fait des tapis roulants à tout le monde, on s'est livré aussi à l'exercice avec la condition cardio-respiratoire. Et vous voyez, c'est la même chose. C'est textbook, comme on dit en anglais. Ceux qui ont une bonne condition cardio-respiratoire et qui mangent bien, très peu d'obésité viscérale. Et ceux qui sont en mauvaise condition cardio-respiratoire et qui ont une qualité nutritionnelle faible, beaucoup d'obésité viscérale. Et vous voyez ici que les deux sont importants. Alors, on me pose souvent la question, qu'est-ce qui est le plus important? Être en forme ou bien manger? Les deux sont importants parce qu'ils vont avoir un impact via des mécanismes d'action différents sur différents indicateurs de votre santé cardio-métabolique. Donc, afin de prévenir de façon optimale les maladies cardiovasculaires, il est aussi important de mesurer et de cibler les comportements et les facteurs de risque biologique. Vous avez vu qu'on ne le fait pas en médecine puis qu'on aurait le pourcentage de le faire. Je viens de vous montrer qu'on était capable de le faire dans notre unité mobile. Ce n'est pas du rocket science, ce n'est pas des choses très, très compliquées. On aurait besoin d'implanter ça dans les groupes de médecine familiale. C'est la proposition qu'on a faite d'ailleurs au ministère. On est toujours en attente d'une réponse à cet effet. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit le livre La Révolution active. Alors je me suis dit, si
ce n'est pas par le ministère qu'on est capable de le faire, c'est peut-être par les citoyens. Et pourquoi j'en suis rendu là? C'est parce qu'on est, vous le savez, au Québec, c'est un gouffre financier sans fond. On est rendu à 60 milliards de dollars de dépenses et on sera bientôt à 62, 63, 64, 65 milliards de dollars parce qu'on a besoin d'un changement de paradigme. Et je vais aller rapidement là, pour s'assurer qu'on a du temps, mais il faut quand même que je vous parle de quelque chose qui m'a secoué profondément. Alors, en 2013, à l'époque où elle était vice-rectrice à la recherche, Mme Sophie Damour, qui est maintenant notre rectrice à l'Université Laval, nous a réunis des acteurs de toutes sortes de domaines pertinents à la santé de la population dans un lac à l'épaule pour dire, qu'est-ce qu'on devrait faire mieux et différemment en santé? J'ai fait partie de ceux qui ont levé la main et ont dit, la médecine ne va pas régler ça. Puis la santé, ça va bien au-delà de la médecine. On travaille en silo, en recherche. On a besoin d'écouter par ailleurs, de créer de la valeur pour les citoyens et les patients. Alors, pas seulement se préoccuper des services qu'on offre, mais de se préoccuper aussi sur les besoins de la population. Puis de cette réflexion-là a émané une organisation qui a été présidée par quelqu'un qui est très connu, vous savez, au Québec, M. Michel Clerc, qui était ancien ministre des Transports, président du Conseil du Trésor sous le régime de René Lévesque, imaginez. Donc, c'est un livre d'histoire politique au Québec, cet homme-là. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Alors, on l'a nommé président du conseil d'administration d'Alliance Santé Québec, une organisation intersectorielle. Et on m'a demandé d'être le directeur scientifique de cette organisation-là que j'ai dirigée pendant 5 ans. Et pour moi, excusez-moi l'anglicisme, mais ça a été un eye-opener. Alors, je me suis promené avec ma petite valise là, pour parler de la nécessité de se connaître, de travailler ensemble. Et là, j'ai réalisé à quel point on réfléchissait et qu'on travaillait en silo. Et j'ai fait des rencontres aussi citoyennes qui ont été extrêmement stimulantes et je me suis dit, non, on a besoin d'un changement de paradigme. Les gens sont partants pour un changement de paradigme. Encore faut-il qu'on crée des organisations, des structures pour le faire. Et donc, en 2019, en juillet 2019, on m'a demandé de prendre la direction d'un centre de recherche qui allait devenir VITAM, Centre de recherche en santé durable, qui est financé par le Fonds de la recherche du Québec en santé. Alors, on est établi dans l'ancien hôpital civique de Québec, au 2480 de chemin de la Canardière. Si vous venez à Québec, je vous invite à venir nous visiter. Et avec les citoyens, ça c'est très, très important parce que là, je saute des étapes pour s'assurer qu'on reste dans le temps. On a développé cette notion-là de santé durable. On avait au début une définition très, très académique de la santé durable. Les citoyens nous ont dit, non, non, ça c'est beaucoup trop compliqué. Là. Si vous voulez qu'on vous aide à mobiliser la population, ça nous prend une définition simple. On est arrivé à celle-ci, un esprit sain dans un corps sain. On dit ça depuis 2600 ans, vous savez. Dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. Et là, les gens nous ont dit ça, on embarque là-dedans parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a le réchauffement climatique, il y a l'importance des milieux de vie. Le maire de la Ville de Québec est un grand, grand fan de ce concept-là. C'est notre allié numéro 1 parce qu'il comprend la pertinence des gouvernements de proximité et des milieux de vie dans la détermination des trajectoires de vie en santé ou malade de notre population. Je vous invite à visiter notre site web. On en est très fiers. Vous allez voir des entrevues avec nos chercheurs, nos chercheuses, nos étudiants, des citoyens, des citoyennes. Alors, on est 350 personnes qui travaillent dans ce centre de recherche-là. Et ce qui résonne beaucoup chez nos citoyens, c'est lorsqu'on leur explique que les grands experts de santé publique soulignent que la santé d'une personne, trajectoire de vie en santé ou malade, c'est déterminé à 20 par le système de soins et que 80 des facteurs qui vont affecter la trajectoire de vie d'une personne résultent de notre mode de vie, de facteurs socio-économiques, d'environnement et du milieu de vie. Je peux vous dire que ça résonne beaucoup. Ça change la posture des citoyens qui ne se voient plus en position de récrimination face au système de services de santé, puis ils se disent on peut faire pas mal de choses pour améliorer notre santé collective. Et vous savez quoi? Moi, quand je démarre ma voiture, j'ai un tableau de bord qui s'allume. Il y a plein de choses que je ne veux absolument pas savoir de ma voiture. Moi, ça va au garage quand il y a des voyants qui allument. Je m'en fiche éperdument. Comment se fait-il que les Québécois n'ont pas un tableau de bord complet sur leur lifestyle vital signs, alors que ça existe dans de nombreux pays scandinaves? Alors, à Vitam, on rêve de devenir l'épicentre de la recherche en santé durable au Québec. On a des projets en cours.
On souhaite développer un écosystème de santé apprenant. On souhaite implanter le suivi d'indicateurs du mode de vie en première ligne. Ce n'est pas fait, mais je m'engage à ce que ça se fasse un jour. Puis si ça ne se fait pas avec l'État, ça va se faire avec les citoyens. Puis on a créé aussi, on a obtenu du financement pour créer la première chaire de recherche en santé durable. Et ce qui est important dans cette chaire de recherche en santé durable-là, c'est une première. On a 2 citoyens qui sont co-titulaires de cette chaire-là. Vous savez, normalement, une chaire de recherche, c'est des chercheurs qui en sont les titulaires. Alors là, on écrit l'histoire parce qu'on a 2 citoyens qui représentent la perspective citoyenne. Puis je peux vous dire que ces personnes-là ont beaucoup de choses à dire. M. Poulain, c'est du domaine public. Je veux lui rendre hommage parce qu'il a accepté de déclarer sa condition en public. Il vit avec le diabète de type 2. Puis lors du lancement de mon livre, il est venu témoigner et dire, si j'avais pu lire ce livre-là il y a 30 ans, ben, ma vie aurait été différente. Alors, ça vous montre à quel point il y a de l'information qui n'est pas véhiculée auprès de cette population-là. Alors, je vous invite, on a un concours là, de soutien à la relève et de relève des jeunes chercheurs. On a des partenariats internationaux. J'ai parlé tout à l'heure de nos collègues de Cambridge, Harvard, et je tiens à souligner la vision du Dr. Jacques Cornu, qui est directeur d'Unisanté. Alors, Unisanté, c'est quoi, Lausanne? C'est une organisation qui fait le pont entre les approches populationnelles, la santé publique et la médecine familiale. C'est véritablement une structure visionnaire. On a des liens très, très étroits avec eux. Le gouvernement du Québec, si vous regardez sa stratégie gouvernementale de développement durable, s'est approprié ce concept de santé durable-là. Alors, en terminant, votre conférencier ce soir, avec beaucoup d'humilité, vous remercie de votre attention. Il vit d'espoir. En dépit du fait qu'après 37 ans, on n'a jamais autant été affligé de maladies chroniques de société qui saturent les capacités de notre système de santé. J'espère que par rapport à l'obésité, vous avez été sensibilisé au fait que le concept de poids santé et que de cibler nos interventions sur la simple perte de poids, c'est beaucoup trop grossier. C'est une approche qui est dépassée en 2023. Que si les comportements sont aussi importants que le cholestérol, que la tension artérielle ou que le contrôle glycémique de vos patients, ils devraient être mesurés et ciblés en clinique, ce qu'on ne fait pas. Et je répète à qui veut bien l'entendre, et surtout en ce moment aux citoyens, c'est extrêmement satisfaisant qu'on a besoin d'un nouveau modèle socio-économique. Et je pense que la réponse va venir par cette mobilisation citoyenne et par les communautés. Parce qu'il n'est pas éthique de cibler les déterminants de cette tempête parfaite de maladies chroniques sociétales. Puis je veux vous donner 2 exemples. Vous savez, j'ai des stagiaires qui viennent dans mon laboratoire, des médecins qui viennent d'Amérique du Sud qui me disent, vous savez, parfois, moi, mes patients n'ont pas les moyens de me payer, fait qu'ils me payent avec une poule ou ils m'amènent un petit cadeau. Comment se fait-il qu'au Québec, vous êtes riches, là? Vous avez les moyens. Regardez ce qu'on a dépensé pour rénover l'échangeur Turcot à Montréal. On comprend que c'était nécessaire, là, mais ça a coûté presque 4 milliards. Lorsqu'on a donné 500 $ à tous les Québécois, c'est 3,2 milliards de dollars. C'est des valises d'argent qu'on a redonné aux Québécois. Ce n'est pas très structurant, ça. On aurait pu construire 60 temples de la santé, des centres communautaires où on aurait pu faire justement outiller les Québécois, la population québécoise pour leur permettre de se réapproprier leur santé. Puis ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas de la politique partisane, là. On me dit souvent, Jean-Pierre, tu fais de la politique, mais c'est de la politique non partisane. Alors, si je fais de la politique, oui, c'est de la politique non partisane. Alors, voilà, c'est pour ça que ce livre-là que j'ai voulu donner à la population, j'espère que vous en ferez la promotion, justement parce que je ne ferai pas d'argent avec, mais j'espère que ça va être un instrument qui va permettre de sensibiliser la population, nos patients, qu'il y a des choses qu'on peut faire collectivement pour se réapproprier notre santé. Alors, je vous remercie de votre aimable attention. Et puis, maintenant, je vais prendre vos questions avec attention et enthousiasme. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Després, pour une conférence inspirante. Il y a des commentaires et questions. Donc, El Mostafa mentionne une excellente présentation. Merci beaucoup. Pour inverser la roue vers cette santé durable, il faudrait aussi une grande sensibilisation des politiciens, comme vous mentionnez, et l'introduire aux écoles, universités et au curriculum des études médicales.
On Deux choses à a... dire là-dessus, docteur Laramé, parce que c'est tout à fait pertinent. J'en parle dans mon livre. Si on parle de projet de société, ben, il est clair que le ministère de l'Éducation est probablement le ministère le plus important. Mais ce n'est pas compris ça, en ce moment. Et là, je le dis avec vigueur, on forme des têtes pleines dans des corps malades. Jamais dans l'histoire du Québec, nos enfants ont été aussi déconditionnés. Posons-nous la question. Imaginez ce que vous allez ramasser, les jeunes médecins là, qui participent à cette activité-là ce soir, ce que vous allez ramasser, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et rien n'est fait. Moi, j'ai rencontré ces gens-là, puis on a des rencontres, c'est poli, mais voilà, il n'y a jamais de suite. C'est pour ça, Louise, qu'à un moment donné, là, le gouvernement, c'est nous. Et le vieux chercheur que je suis en a ras-le-bol. Un ras-le-bol. Je me dis, utilisons ce pamphlet. C'est un manifeste, ce livre-là. C'est une invitation à la révolution. J'ai appelé ça la révolution active, c'est voulu. Faisons une révolution pacifique. Descendons dans la rue et disons, c'est pas la société qu'on souhaite laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Puis, utilisons la science pour la mettre au profit de la santé de la population. Alors, le commentaire que vous avez reçu est tout à fait pertinent. Le ministère de l'Éducation, je l'ai toujours dit, c'est le ministère le plus important pour l'avenir d'une société. Puis en ce moment, ce qu'on est en train de faire, on fait complètement fausse route. Mm-hmm. On a beaucoup de professionnels de la santé, évidemment, qui sont à l'écoute en ce moment. C'est pas très fort encore dans les curriculums de médecine. Je sais qu'à Ottawa, on va avoir une refonte du curriculum. On va voir combien d'heures on a en nutrition et en sport et conseils pour l'activité physique. En 1932, moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, je pense que j'ai pas eu 5 minutes en nutrition. On n'a rien eu sur le sommeil, sur le stress, mais rien sur l'activité physique et rien sur la nutrition. Qu'est-ce que vous voudriez que les professionnels de la santé, à l'écoute en ce moment, en première ligne, sachent et fassent avec leurs patients? Quelle serait là, la première étape pour stresser personne, juste pour avoir un succès avec la première étape? Qu'est-ce Oui, que vous... bien, merci beaucoup pour la question, Louise. En fait, on ne veut pas faire des médecins, des familles ou de médecins spécialistes, des experts en nutrition. On a de l'expertise, là. On a des diététistes qui sont formés à faire ça. On a aussi des kinésiologues qui peuvent, parce que la kinésiologie, ce n'est pas juste de dire aux gens, vous devriez bouger 150 minutes par semaine. C'est la personne qui va prendre le temps, puis le médecin n'a pas le temps de faire ça, mais le médecin, par exemple, a un rôle à jouer en disant, Madame Bilodeau, regardez, là, j'ai vos indicateurs, là, puis on contrôle votre cholestérol. Il y a des affaires là, où je vais vous faire rencontrer une diététiste, puis je vais vous faire rencontrer un kinésiologue, puis ils vont mesurer des choses. Parce que moi, dans votre dossier médical, ces gens-là mesurent des choses qui sont très, très importantes. Puis là, Mme Bilodeau, par rapport à votre dernière visite, je note que votre tour de taille a diminué de 3 cm. Bravo! Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, Mme Bilodeau va dire, ben, j'ai écouté mon kinésiologue, ma nutritionniste. Mais là, en ce moment, c'est parce que c'est ça. Les médecins de famille, on vous demande de faire du volume, de faire du volume, de faire du... Je les vois, là, parce que moi, je suis dans un environnement clinique, à Vitam et dans le CIUS de la capitale nationale. On a plein de GMF. Les GMF sont sous pression pour faire du volume. Ce n'est pas au médecin de prendre le temps de ces affaires-là, mais le médecin, c'est le quarterback, c'est le joueur de centre. C'est la personne qui a la crédibilité et qui a l'aura pour dire aux patients, dans votre dossier médical, saviez-vous, Madame Bilodeau, que bouger, c'est aussi important que prendre votre statine? Et tu vois un peu ce que je veux dire. Et là, donc, ça prend dans le groupe de médecine familiale ces professionnels-là. Ça, c'est la première chose. Et ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on dit qu'on n'a pas les moyens de le faire. Je pense qu'on n'a pas les moyens de ne pas le faire. Et l'autre chose que j'ai dit à tout le monde, j'avais dit dans le temps à un ministre que je nommerai pas, docteur, 3 petits points, il faut mesurer. Puis si ça ne marche pas, je vais revenir me mettre à genoux, vous me mettrez sur un podium
au Parlement à Québec pour dire Després, là, il nous a dit n'importe quoi. Ça fonctionne. On le sait que ça fonctionne. Si vous mesurez des choses, vous suivez dans le temps, mais si vous ne mesurez rien, ah, mangez-vous bien, madame? Ben oui, je mange bien. Ben oui, mais non, non, non. On va le mesurer avec des outils reproductifs. Même chose pour l'activité physique. La condition cardio-respiratoire, tu ne peux pas tricher là, ta condition cardio-respiratoire, ta mesure. Puis là, ben, monsieur, ben oui, c'est parce que là, votre condition cardio-respiratoire, vous êtes dans le 10e percentile. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Ben, on va vous l'expliquer. C'est que vous êtes dans les 10 les moins en forme. Puis vous savez quoi? C'est pas compliqué. Vous n'avez même pas besoin de faire du sport. Là. Allez marcher avec votre chien, avec votre blonde, puis on se revoit dans 3-4 mois. Vous allez voir, on ne fera pas de vous un athlète olympique. Là. Puis en passant, ça, c'est le grand défi en clinique, c'est qu'on ne veut pas prendre des gens déjà qui font le jogging 3-4 fois par semaine puis faire des coureurs de marathon avec eux autres. L'impact sur la santé publique va être nul, 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 science à l'appui. Mais on veut sortir les sédentaires de leur sédentarité puis les faire bouger un petit peu. Là, l'impact en santé publique va être spectaculaire. Mais ça, pour faire ça, ça prend les outils, ça prend les moyens. Et c'est ça qu'on voulait faire dans un projet pilote, de montrer la valeur ajoutée. Puis là, ben, si nos gouvernements ne veulent pas le faire, moi, c'est l'appel que je lance là, avec ce livre-là, de dire aux citoyens, saviez-vous que? Puis là, le feedback que j'ai en ce moment, non, on ne savait pas. Comment se fait-il que vous nous apprenez des choses dans ce livre-là qu'on ne savait pas? Ben, c'est parce que la santé publique ne vous en parle pas. Il parle du poids santé, puis il parle de la perte de poids. Mangez mieux, bougez plus. Des leçons de morale. Les patients n'ont rien à cirer des leçons de morale. Ils n'en ont rien à cirer. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'outils. On est rendu là. Mm-hmm. Ça a été, il y a 20 ans, 30 ans, ça a été très efficace de suggérer aux médecins de juste mentionner le fait que la cigarette était un risque important et en médecine, mais on n'était pas dans ce temps-là, on n'était pas entraîné vraiment à conseiller pour cesser le tabagisme, mais ce qu'on disait, c'était que c'est important de cesser. Et évidemment, on avait, Physician for Smoke Free Canada, puis on a commencé à avoir à l'Institut de cardio d'Ottawa, c'était un des premiers programmes. Mais ça a fonctionné. Juste de dire, votre tabagisme m'inquiète, vous êtes à risque. Avez-vous considéré de cesser, même si, la même chose pour la nutrition, la même chose pour l'examen physique. Je regarde l'heure maintenant, beaucoup de commentaires, de bons commentaires. Je ne vois pas de questions, mais éduquer dès l'enfance, chaque citoyen, alimentation saine, sport, hygiène de vie, très important. Merci pour une excellente présentation, entièrement vendue à ces principes de prise en charge de la santé et responsabilisation des patients. Mais il faut les appuyer, il faut les aider. Excellent plaidoyer. Révolution, je suis pour une révolution pacifique. Le changement doit se faire par l'éducation dès l'enfance, effectivement. Puis si les parents ne le savent pas, bien, c'est compliqué. De plus, toutes les compagnies agroalimentaires s'enrichissent et devraient être taxées, réinvestir en santé. Donc, il y a des actions politico-sociales, mais il y a des actions concrètes que, comme professionnel de la santé, on peut prendre. Voulez-vous nous parler donc, merci à tout le monde. On va faire une petite pause de semi-clôture et puis on va pouvoir commencer puisque on va pouvoir continuer avec les questions. Donc, merci tout le monde pour votre participation. Vous allez recevoir le lien pour l'enregistrement. Donc, vous pourrez regarder ça, vous pourrez défricher les graphiques et puis l'information. Vous avez le formulaire d'évaluation dans le chat. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des suggestions pour webinaires ou autres formations aussi, laissez-nous savoir. Je veux vous annoncer le prochain webinaire qui va se passer le 29 novembre, si ma mémoire est bonne, des profondeurs de l'océan au sommet de l'Himalaya. Introduction à la médecine de plongée et d'altitude. Alors, ce sera Dr. Marie-Christelle Ross
que tu connais sans doute, Dr. Després, cardiologue à l'Université Laval et médecin de plongée d'altitude au Centre de plongée du Québec à Lévis. Alors aussi, je vous invite tout le monde à vous abonner, si vous ne l'êtes pas déjà, à l'infolettre branchée sur les affaires francophones où vous avez toutes les formations et toute l'information. Et si vous avez besoin de nous rejoindre, fmc@ottawa.ca. Alors, merci à tout le monde pour la participation. Et puis, Dr. Després, merci de votre générosité à rester pour des questions. Donc, le webinaire est terminé. Là, on a juste du plaisir. Alors, là, on continue le plaisir. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais j'ai plein d'autres questions. Activité physique versus exercice. Dans les conversations, le vocabulaire a un impact. Exercice, faire de l'exercice, ça semble souvent chargé pour les patients, alors que activité physique, beaucoup moins, c'est faisable. Et puis bouger, les gens semblent accrochés à ça. Parlez-nous comme du vocabulaire. Comment est-ce qu'on peut rendre ça un Ouais, peu ben, moins intimidant? ouais, ben c'est pour ça, Louise, que dans le livre, encore une fois, je reviens au livre, mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce qu'après des conférences comme ça, j'ai ce type de questions-là. Ben là, toutes les questions que j'avais dans les conférences, ben, je me suis dit, je vais les traiter dans le livre, parce que là, tu as plus de place dans 256 pages pour élaborer là-dessus. Puis j'ai des dessins, j'ai des graphiques où je parle d'activité physique. Après ça, je parle d'exercice, qui est une dimension de l'activité physique, et je parle de sport aussi. Ça fait que tu peux avoir un sportif qui, en dehors de son sport, est inactif. Tu peux avoir quelqu'un qui fait de l'exercice puis qui est inactif. Puis tu peux avoir quelqu'un d'actif qui ne fait pas d'exercice puis qui ne pratique pas de sport. Alors, tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui va au travail à pied, puis qui ne fait pas de sport du tout, mais c'est une personne qui fait de la mobilité active. Cette personne-là est très, très active. Si elle fait 10, 12, 13 000 pas par jour, au niveau des recommandations, on se retrouve. Moi, par exemple, là, je suis une personne très sédentaire. À cause de mon travail, ben, je suis très, très sédentaire. Fait que moi, je fais de l'exercice euh, parce que, puis à ce moment-là, je fais la prescription d'exercice approprié pour compenser la sédentarité. Puis j'explique tout ça dans le livre, là. Il y a vraiment une section expliquée très, très simplement pour dire aux gens, parce que ça, c'est une question que j'ai souvent eu. Bon, ben moi, je suis un professionnel, je suis très, très sédentaire. Je sais que le temps de sédentarité, c'est pas bon. Il y a pas mal de sciences qui disent ça. Ben, comment on fait maintenant pour contrecarrer ça? Ben, il y a de la science là-dessus maintenant. Fait que j'explique tout ça dans les. Mais effectivement, donc, on a besoin, parce que souvent en Europe, entre autres en France, on parle beaucoup d'activité physique et sport. Puis on dit, ben oui, mais c'est pas la même affaire. Là, tu sais. Sport et santé, c'est pas la même affaire. Élargissez ça. Il faut parler d'activité physique parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout sportifs puis qui n'ont pas besoin de faire de sport parce qu'ils bougent beaucoup. C'est ça. Mais c'est ça, de bouger justement. Un autre commentaire, présentation fluide, explicate, Association médicale des Caraïbes qui embrasse la, la qualité de vie à travers le Club des 120 ans. Nous sommes ravis d'avoir des scientifiques qui pensent comme notre feu fondateur, Dr. Eugenio Salman, je ne sais pas si vous connaissez, l'approche naturelle, l'autoresponsabilité de la population, la culture physique. En fait, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps, à mon école élémentaire, on faisait de la culture physique. La nutrition saine qui joue un rôle important pour une bonne espérance de vie. Comme représentant de AMECA au Canada, nous espérons lire le livre et maintenir le contact avec le bureau. Compliment. Merci, merci. Alors, Ouedrago mentionne bonjour et merci pour l'excellente présentation. Quel est le meilleur exercice que vous recommandez pour la perte de graisse viscérale? Oui. Alors ça, bon, déjà d'une part, il y a plusieurs points là-dedans dans cette question-là. Dans un premier temps, quelqu'un qui a de l'obésité viscérale, si cette personne-là est sédentaire, on la fait bouger. Mettons que vous avez une personne sédentaire puis qui n'a pas de problème musculo-squelettique puis qui est convaincu que, bon, ben là,
J'ai une activité professionnelle intense, mais là, je m'y mets, là, puis je vais marcher mon 30 minutes tous les jours. Ben, juste ça, de par la mobilisation du glycogène, j'explique dans le livre, là, je dis le réservoir d'essence que vous mobilisez en glycogène, ça crée de l'espace de stockage pour le glucose. Fait que juste ça, de façon aiguë, sans même avoir un effet d'entraînement, vous améliorez le profil métabolique de ces gens-là. Vous améliorez ce qu'on appelle la sensibilité des tissus à l'insuline. C'est instantané. C'est à partir du moment où il y a de la belle science qui a été faite là-dessus, à partir du moment où vous videz le réservoir de glycogène, là, ben déjà, là, vous améliorez de façon aiguë la sensibilité à l'insuline. Fait que ça, c'est déjà un bénéfice de dire, ben, avant d'avoir des effets chroniques, déjà, là, vous allez, tout de suite après la première marche, vous allez avoir des bénéfices sur votre contrôle glycémique, sur la sensibilité à l'insuline. Bon. Si on répète ça dans le temps, ben là, les tours de taille diminuent progressivement. On a pas mal de données là-dessus, puis de plusieurs centimètres. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce tissu adipeux-là, viscéral, il est très innervé. Fait que si, après, puis ça, on ne fait pas ça au début, là, mais si après, je dirais, plusieurs mois d'adaptation, vous êtes capable par la suite de commencer à monter l'intensité. Ça veut dire, par exemple, vous marchez, bien là, je trotte un petit peu, ou dans votre parcours de marche, vous vous assurez de trouver une petite côte, là, où vous allez monter, ou si vous faites votre tapis roulant, bien, vous montez à la pente quelques fois durant votre entraînement pour monter. Là, il y a une décharge adrénergique, parce qu'il est très innervé, ce tissu adipeux-là. En fait, c'est la graisse du flight or fight. C'est vraiment, à l'époque, on disait, l'époque de l'homme chasseur-cueilleur. Évidemment, il n'y avait pas d'obésité viscérale dans ce temps-là, Louise, mais ceux qui étaient capables d'accumuler un petit peu d'énergie dans ce réservoir d'essence-là, ça ne causait pas préjudice à la course, à la locomotion. C'était pratique d'avoir un petit peu. Puis, effectivement, à ce moment-là, tu peux faire de l'exercice de longue durée. Donc, du cardio. Puis, lorsqu'on est capable de le faire, de peut-être monter quelquefois l'intensité. Alors, moi le seul moment que j'ai, on va vous dire ce que je fais. Moi, dans la vie, le matin, je me lève, puis après mon petit café noir, c'est le vélo stationnaire en écoutant les nouvelles, parce qu'après ma journée, ben, je n'ai plus le contrôle de ma journée. Et de temps en temps, ben, c'est ça, je vais monter un peu l'intensité pour justement retirer des bénéfices cardiovasculaires additionnels. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment, le HIIT, le High Intensity Interval Training. Moi, j'ai des réserves par rapport à ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça prend toujours un professionnel, un kinésiologue qui accompagne ces patients-là. Là. Alors, j'ai rien contre, spontanément. Ceux qui aiment ça en faire, pour ma part, je doute de la compliance à long terme de ce type de prescription-là. Si ça plaît à quelqu'un, ça le fait bouger, bien, tant mieux. Mais je suis beaucoup plus un partisan de l'approche où on introduit du mouvement progressivement. Je suis une personne qui était sédentaire déconditionnée déjà et par conséquent à risque. Puis au fur et à mesure que la condition cardio-respiratoire du patient s'améliore, bien là, de commencer à mettre un petit peu d'intensité pour aller chercher cet effet adrénergique-là qui va continuer à mobiliser la graisse viscérale. Mais, je reviens là-dessus, gardons à l'esprit que l'effet est instantané. L'effet bénéfique sur le métabolisme, après une séance, on l'observe. C'est pas rien. C'est quand même pas rien. Ça, quand j'explique ça aux gens, ils sont stupéfaits d'apprendre ça. Alors, ça, c'est très puissant aussi pour, comme en première ligne ou comme spécialiste, quand on le mentionne, quand on peut dire qu'il y a un bénéfice immédiat, alors qu'avec les statines, il n'y a pas un bénéfice immédiat. Avec les changements métaboliques, avec la nutrition et l'exercice physique. Donc, c'est très puissant. Je regarde l'heure, je ne vois pas d'autres questions. On pourrait parler, on pourrait jaser pendant des heures. C'est sûr. Où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Est-ce qu'il est dans toutes les librairies? Il est partout, dans toutes les librairies. Facile Amazon, etc. partout. Vous allez l'avoir en 48 heures. Et encore une fois, je ne ferai pas un sou avec ce livre-là. C'est pour ça que je ne suis pas gêné d'en faire la promotion. Vous allez voir les patients. Il y a une boîte à outils là-dedans pour eux. Là, et je l'explique très simplement. Vous avez vu ce soir, ce n'est pas très compliqué, mais c'est encore plus simple que ça dans le livre parce que je m'assure
J'ai fait relire le livre par des gens qui n'avaient aucune formation scientifique pour bien m'assurer, est-ce que c'est clair ce qu'il y a là-dedans? Puis quand ce n'était pas clair, on a révisé les textes pour bien s'assurer, parce que c'est ça l'idée. Puis ma préoccupation, puis ça, ben, peut-être je peux terminer là-dessus, Louise, partager ça avec l'auditoire. Ma préoccupation, c'est ceux qui n'auront pas les moyens de s'acheter le livre. Et je veux rendre hommage à des gouvernements municipaux, à des MRC ici, au maire de la Ville de Québec qui ont dit, le directeur de prix, si le livre n'est pas disponible, on en achète des copies puis on va le rendre disponible dans toutes les bibliothèques. Il est disponible dans toutes les bibliothèques de la Ville de Québec. Alors, les gens qui n'auront pas les moyens de l'acheter, parce qu'encore une fois, là, il y a tous les enjeux. Il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de s'acheter des fruits et légumes. Alors, ils n'auront pas les moyens de payer 35 pour se payer un livre. Alors, je suis très, très fier de ça. Ça, je vous invite, c'est quelque chose qui serait très simple à faire pour démocratiser l'éducation sur le territoire. Vous avez des bibliothèques aussi, là, de trouver des mécanismes pour le rendre disponible pour les patients qui n'auront pas les moyens de se le procurer. Excellent. Bien, c'est un message final extraordinaire. Merci encore de votre contribution à long terme. Encore une fois, comme au début de votre carrière, quand mon mari et moi, on était à une de nos premières conférences en cardio et on a entendu parler de l'obésité viscérale. C'était révolutionnaire. On est revenu à Ottawa, on parlait de ça. Maintenant, les patients nous approchent et disent, Docteur, je sais que j'ai un foie gras. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y en a beaucoup à faire encore. Un gros merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Merci Camille d'avoir tout organisé. N'oubliez pas de remplir l'évaluation. Le lien est dans le chat, vous le recevrez par courriel aussi. Merci à tous et Dr. Després, merci pour vos contributions passées, présentes et futures. Et merci. C'est pas fini, on va se reparler.